Alors, Geneviève Krebs, bonjour. Bonjour, bonjour M- Elisabeth. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des éditions Philobia. Donc, pour parler aujourd'hui de votre ouvrage qui concerne la dépendance affective dans le couple, un Mhm, vaste sujet. Et le oui, sous-titre de votre ouvrage, c'est Quand l'amour nous fait accepter l'inacceptable. mm, Alors, pour commencer, donc je vais vous demander, puisque vous êtes donc psychopraticienne en thérapie brève, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais vous demander donc tout de suite, est-ce que nous sommes tous finalement, dès notre naissance, en situation d'être dépendants affectifs? Et si oui, pourquoi? oui. Alors, à cette question, je vais répondre oui, on a tous la même fragilité, on va dire, au départ, en venant au monde et en quittant le ventre de notre maman. On a déjà à vivre et à traverser cette fameuse peur de la séparation. Lorsque l'enfant évolue dans ses premiers mois, à 8, 9 mois, ou 7, entre 7 et 9 mois, quand il commence à observer ses mains, Oui, à observer ses pieds, en tout cas son individualité, l'enfant commence à avoir beaucoup de cauchemars. Il a besoin d'aller vérifier à ce moment-là si quelqu'un est là pour prendre soin de lui, pour le sécuriser, s'il y a une possibilité d'avoir en permanence une relation sécurisante, une relation aimante, etc. Si on rappelle, si on prend quelques minutes pour rappeler les besoins fondamentaux d'un oui, enfant, c'est mhm, déjà d'être reconnu en arrivant, d'être oui, considéré, on appelle ça aussi de l'amour, d'être sécurisé, qu'on prenne soin de lui, qu'on donne du sens à la vie, c'est-à-dire de lui expliquer les fondamentaux, la notion de bien, de mal, les valeurs, etc., de l'accompagner dans ses premières expérimentations, d'autoriser l'enfant à expérimenter, donc à réussir, ok, mais peut-être aussi à échouer, et peut-être aussi donc à faire des erreurs, et de s'asseoir là et de lui dire, ben voyons, comprenons ce qui s'est passé dans l'erreur, et vas-y, c'est-à-dire on t'encourage, on te félicite quand tout va bien, etc., etc. Quand tout se passe comme ça, et qui a une relation, on va dire, basée sur l'amour inconditionnel, que tu mhm, sois comme ça, que tu fasses ceci ou cela, que tu aies tel ou tel résultat, nous continuons à t'aimer. Hein. Quand ça se passe comme ça, l'enfant grandit avec la notion de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il a suffisamment expérimenté dans un environnement sécure pour pouvoir se dire, bah, j'ai confiance en moi, quand j'ai des projets, bah, je vais réussir certaines choses, si jamais il m'en manque d'autres, bah, je vais apprendre, je vais modéliser, je vais expérimenter et tout ira bien. C'est-à-dire qu'il grandit avec la conscience de sa valeur et donc de se dire, bah, petit à petit, moi, je vais grandir en ayant l'assurance de pouvoir répondre par moi-même à mes propres besoins. L'enfant qui n'a pas eu tout ça, c'est-à-dire qui a évolué dans un type d'attachement, hein, c'est normal d'être attaché à son parent. Quand je dis son parent, c'est souvent sa maman, mais ça peut être un autre référent, en tout cas celui qui prend soin de l'enfant et qui est là. Il y a aussi une hiérarchie qui est possible. Quand l'enfant n'a pas eu tout ça, c'est-à-dire que il a essayé par différentes stratégies d'établir la relation, de la maintenir dans la sécurité, parfois par des gazouillis, par des areux, parfois par de la tristesse, parfois par de la colère. Et à chaque fois, ça monte en étage et en intensité. Et il remarque que ça ne suffit pas. Soit le parent n'est pas disponible, soit il ne sait pas, soit il n'a pas la possibilité, parce qu'il peut y avoir un parent qui est souffrant, qui est malade, qui est absent, etc. Il n'a pas cette réponse et cette qualité d'accompagnement. Et ça donne quoi? C'est que petit à petit, où l'enfant peut être aussi comparé, dévalorisé, maltraité, malmené, physiquement, mais aussi psychologiquement, au fil du temps, cet enfant-là va grandir en se disant, et si jamais, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et si jamais je fais ci, qu'est-ce qui va se passer? On va encore m'aimer ou pas? Est-ce que ça se passe comme ça parce que c'est ce que je mérite?
et je mérite peut-être pas autre chose, donc je suis aimable ou je suis pas aimable. Donc cet enfant-là va grandir, celui qui a eu un attachement, un type d'attachement insécure, va grandir avec la dévalorisation de soi, le doute de soi, l'humiliation, la culpabilité, et donc avec l'idée maîtresse de tout seul, je ne suis pas à la hauteur pour répondre de façon autonome à mes propres besoins. Donc forcément, j'ai besoin de quelqu'un d'autre à l'extérieur pour pouvoir me sécuriser. Voilà. Et là, D'accord. quand on est là-dedans, on est en plein dans la dépendance affective et tous les schémas que ça peut engendrer à l'âge adulte. Oui, oui, tout à fait. On va en parler et on comprend bien là que l'enfant devenu adulte, justement, cherche aussi à plaire et à s'adapter, notamment au partenaire, parce qu'on va parler aujourd'hui du Oui, couple. oui, oui, Lorsque cette personne donc, qui est insécure depuis le départ, et ce n'est pas de son fait, en fait, elle est victime un petit peu de son milieu familial, c'est et ça. peut-être a-t-elle aussi une dépression infantile précoce, et je pense que cette personne, effectivement, aura beaucoup plus de chances de se suradapter au Mm, conjoint, oui. et là, les problèmes commencent. On peut même encore aller en amont et apporter Oui, une autre précision. Il peut y avoir la réalité de la relation avec les parents, oui, comme il peut y avoir la conséquence d'une perception que l'enfant a de cette relation avec les parents. Donc, d'accord. c'est soit la vérité, soit la perception, mais ça peut donner le même résultat. Et il y a aussi un cas précis durant l'enfance, c'est quand l'enfant est surcouvé. Quand D'accord. il est surcouvé, surchouchouté, surchoyé, préservé, etc., l'enfant aussi, au fil du temps, va se dire, mais si on me préserve de ci et de ça, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable? Et on rebascule dans la même chose. Ça méritait quand même qu'on mette ce petit Ah delta, oui, même si c'est une parenthèse, elle peut avoir son importance. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte? Prenons un enfant qui, par exemple, a été rejeté. Il a souffert de cette fameuse blessure de rejet. Dans sa vie adulte, sentimentale, restons dans oui. le couple, il est fort possible que le choix se fasse de façon tout à fait inconsciente vers un amour soit impossible, soit abusif. Parce que c'est sa référence. Et parce que c'est sa quête et que quelque part c'est son histoire de devoir aller au-delà du rejet, soit pour aller prouver que bah, c'est normal, maman me rejetait, c'est normal, c'est comme ça la vie, donc c'est normal qu'on me rejette aujourd'hui. Ou alors de se dire, je vais encore aller me frotter au rejet pour voir si vraiment je peux aller au-delà. Donc, selon ce qu'on a vécu enfant, Mhm. tout cela va influencer nos choix dans la vie sentimentale adulte. Donc, un dépendant affectif insécure, qui se Oui, dévalorise, qui culpabilise, qui se sent inférieur, etc., va choisir quelqu'un qui va accentuer encore ce positionnement de pouvoir, on va dire, dans le couple, et il va penser que c'est à lui, que c'est normal, que c'est à lui de se suradapter, de se surinvestir, voire de se sacrifier. Et comme en plus il se sent inférieur par rapport aux autres, il pense que tout ça est normal. Donc il ne fixe jamais de limites. Il n'y a pas de limite pour lui. Il n'arrive pas à les affirmer. Il a beaucoup trop peur. De quoi? Ben de la rupture. Parce que si je suis seule, qu'est-ce que je vais faire? Il y a danger. C'est un facteur de stress et d'angoisse permanente. Donc, je vais tout faire pour que l'autre reste là, même si c'est inacceptable. d'accord. Oui, c'est ça. Parce que vous dites bien, on en arrive à accepter justement l'inacceptable. Alors, l'inacceptable, c'est quoi? Ça peut être quoi finalement au quotidien, après des mois ou des années de relation? Qu'est-ce qu'on est prêt, peut-être progressivement, on ne s'en rend pas forcément compte. Ça se Euh, fait de façon insidieuse. Hein. C'est pas du jour au lendemain. On voit très bien que les situations abusives, il y a peut-être quelques petits signes comme ça au début, et les personnes qui viennent me rencontrer souvent me disent, mais je le savais au début. J'avais quelques signes, j'avais une petite voix qui me disait, ou je constatais certains faits où je me disais, mais non, quoi, c'est pas normal. Mais cette petite voix-là, l'intuition, on va dire,
elle est très rapidement mise de côté. Parce que le dépendant affectif insécure, il a besoin d'y croire, il a besoin d'avoir l'espoir d'une relation qui soit correcte, qui soit épanouissante. Il a tellement besoin d'être aimé, il a tellement besoin de fantasmer une relation, on va dire, idéale, qu'il va s'attacher aux moindres détails pour positiver. Voilà. D'accord. Et de fil en aiguille, il accepte à chaque fois qu'il y a cette fameuse roue, on va dire, ce cycle de la violence qui se passe, il accepte de se faire endormir, de se faire maltraiter psychologiquement, avant peut-être une maltraitance physique, mais il y a aussi de la Oui. maltraitance économique liée à l'argent. Et à chaque fois, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça se fait sur des mois, des années. Oui, oui, parce que la personne insécure peut être exploitée financièrement aussi. Oui, oui. J'ai souvent rencontré des personnes qui étaient autonomes et indépendantes au niveau financier parce qu'elles travaillaient. Mais le problème, c'est que le partenaire qui était un partenaire contrôlant, voire pervers, hein, il y a bien une différence entre les Oui, deux, on va en on parler abordera après, peut-être ce oui. sujet, euh, subtilise, on va dire, les revenus et met en place un système de dépendance à l'autre, si bien que la personne qui travaille a peut-être un besoin particulier, je ne sais pas, pour s'acheter quelque chose de nécessaire ou voir consommer quelque chose qui lui est propre, voire même des médicaments, hein, on peut rester sur un produit comme ça, va être obligé d'aller quémander son propre argent pour subvenir à ses besoins. Ce qui rend une dépendance encore plus forte quand c'est au niveau économique et ce qui rend, j'allais dire, un contrôle possible parce que si tu n'as pas d'argent, bah, tu ne bouges pas. Si tu as une voiture, tu dois mettre de l'essence dans la voiture. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas le faire. Donc, tu restes là. Donc, il y a tout un système de violence qui se fait déjà comme ça. Et ensuite, crescendo, il y a de la violence physique. Et là, attention, attention, attention. Mais que ce soit les personnes, on va dire en France, en Roumanie ou n'importe qui où dans le monde, c'est sortez du silence, c'est tellement dangereux et ça ne s'arrangera jamais en fonction de la personne qui est en face en tout cas. Oui, 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 tout à fait. Et effectivement, on voit bien que au départ, ce sont des petites choses. Il peut y avoir des remarques, c'est une coercition morale, etc. Mais après, on voit que ça peut effectivement, ça peut être des critiques sur les vêtements, ça peut être des critiques sur le physique, et puis après, peut-être des violences physiques Oui, progressivement. oui. Et c'est progressivement parce que Oui, le but au début, oui, c'est de continuer ce travail de dévalorisation qui a peut-être été commencé durant l'enfance, c'est de détruire ou d'anéantir la confiance en soi, l'estime de soi, pour que la personne soit complètement, on va dire, anéantie et n'ait plus aucune force, ni pour affirmer, ni pour poser une limite, ni pour dire, ben non, la règle du jeu, ça va être ça, et c'est la dernière fois que j'autorise ou que j'entends ce type de propos à mon sujet, etc., elle est plus capable de ça. Alors les personnes qui sont violentées sont souvent quelque part critiquées en disant, mais enfin, quelle idée de rester dans un système comme ça oui. et de rester à côté de son bourreau, mais partez, mais c'est pas aussi simple. C'est que derrière, il y a tout un système d'angoisse, Mhm. de dévalorisation qui fait que la personne, c'est même pas qu'elle n'a pas le courage, elle n'a pas la force. Elle n'a Oui, pas la force, oui, c'est pas aussi simple. Et parfois, il y a aussi des enfants, donc oui, c'est encore moins simple. oui, c'est encore moins simple, effectivement. Oui, Et alors, on peut se dire finalement que certaines personnes qui sont dans cet attachement insécure sont prêtes à accepter beaucoup de choses pour ne pas s'effondrer finalement et pour ne pas faire face à une solitude que dans l'enfance on pouvait certainement pas assumer. Et là, c'est tout à fait compréhensible finalement. c'est tout à fait ça. C'est vraiment le fil d'Ariane, c'est éviter le vide, éviter la terreur que provoque le vide, éviter donc la rupture, parce que seul, on m'a bien prouvé que jusque-là, je ne peux pas y arriver. Il est là le schéma. C'est on m'a prouvé que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable et donc que par moi-même, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Donc, si je fais un grand raccourci, c'est comme si
dans la tête, il y avait une espèce de croyance qui pouvait dire mieux vaut ça que rien du tout, parce que de toute manière, sans l'autre, je suis morte. Mhm. J'ai dit morte ou mort, hein, parce que ça Mhm. peut arriver à des femmes ou à des hommes. En tout cas, dans mon livre qui traite vraiment de accepter l'amour rend, enfin la violence conjugale, on va dire, la Oui, dépendance affective avec la violence conjugale, euh, je dis bien que on parle beaucoup de féminicide, on parle beaucoup de violence envers les femmes, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est à dénoncer. Je rencontre aussi beaucoup d'hommes qui sont violentés, mais les types de violences sont différents. Et c'est un rapport de force, je pense, aussi, entre les hommes et les femmes. Une femme va beaucoup plus accentuer, la femme qui violente, d'accord, va ah plus oui, accentuer sur une violence psychologique. L'homme va finir par de la violence physique. physique. Voilà. D'accord. Mais ça, autant la dépendance affective, il y a quelques années, puisque ça fait bientôt 30 ans que c'est ma spécialité, j'accueillais il y a encore, allez, moins de 10 ans, j'accueillais environ 80% de femmes dépendantes affectives. Aujourd'hui, on est quasiment à 50-50, si ce n'est pas 60% d'hommes et 40% de femmes. Ça veut dire que les hommes se sont réveillés, ont osé parler, alors qu'ils ont toujours été autant touchés que les femmes, mais ils n'osaient pas le dire. Alors qu'aujourd'hui, ils osent en parler et ils viennent réclamer le besoin de travailler. L'homme peut être à la fois insécure, comme il peut être contrôlant, et la femme aussi. Voilà. D'accord. Alors justement, on va parler de cet attachement contrôlant. On a vu l'attachement insécure, c'est Oui, lorsqu'on a un besoin effréné d'amour, voilà, de validation, etc. Mais l'attachement contrôlant, ce sont les personnes qui justement sont contrôlantes, vont essayer oui, de contrôler l'autre pour s'assurer de sa dépendance et de sa soumission éventuellement. Et donc là, il y a de la manipulation, il y a du contrôle au quotidien, il y a le contrôle des horaires, il y a le contrôle de ce que fait l'autre, mm, de qui il voit, de où il va. mm, Euh, oui. bon, on en parle beaucoup au sujet des hommes, hein, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Alors, c'est très différent. Et de femmes aussi. Ah, et Je, de femmes aussi. je le Voilà. répète, hein, et de femmes aussi. D'accord, d'accord, et de Et femmes c'est aussi. vrai on a mis beaucoup l'accent sur l'homme, Mhm. Sur parce l'homme, hein. qu'il y a peut-être beaucoup plus d'issues et de fins tragiques, hein, dans ces Oui, oui, histoires-là. Alors déjà, ce contrôlant, oui, euh, le dépendant affectif contrôlant, qu'on peut aussi nommer un contre-dépendant, quelque part, il en est arrivé là par quel hasard à oui, avoir ce fonctionnement-là. C'est que lui, quand il était petit, il n'a pas eu non plus un attachement sécure et oui. vis-à-vis de sa maman ou de ses référents. Il y a eu quelque part du rejet, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'abandon, il y a eu l'idée maîtresse que je ne peux pas compter sur l'autre, même s'il est mon parent. Je dois compter sur moi-même, donc je dois vérifier les choses. Attention, il y a toujours un risque d'avoir mal, d'être blessé quelque part. Et oui. Et donc, quand cette personne-là arrive dans un système sentimental à l'âge adulte, c'est sauf qu'il peut, pourvu que tout ce que j'ai mis en place dans la relation reste en l'état. J'ai tout blindé, j'ai tout sécurisé D'accord. pour que ça reste en l'état. Donc, il y a une notion de, ouais, il y a du risque partout. Donc, il faut que je contrôle, il faut que j'influence, il faut que je manipule. Et c'est cette fameuse manipulation, cette stratégie de manipulation qui fait que souvent, Mhm. le dépendant affectif contrôlant est confondu avec ce fameux pervers Ah narcissique. voilà. Alors, quelle est la différence justement? Ben, la différence, elle est de taille. C'est dans l'intention primaire, on va dire, des stratégies de manipulation. Le PN, le pervers narcissique, Oui. lui déjà, à la base, il est dénué de sentiments. Il va avoir des stratégies manipulatoires pour détruire l'autre. Ah oui, Il veut, c'est pas pour le garder, c'est vraiment pour le détruire c'est là. pour le détruire. Lui, il veut voir l'autre anéanti. À la limite, il est même pas intéressé par quelqu'un de soumis. Il va identifier quelqu'un
qui a plutôt une assurance, qui a de la réussite, qui est indépendant, etc., mais qui a une faille. Et il va aller jouer avec cette faille pour faire écrouler la personne. Il a besoin de la détruire. C'est dans son système. Alors que le dépendant Oui, affectif contrôlant, oui, lui, il va user un peu des mêmes stratégies, mais lui, c'est j'ai besoin du lien, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur de souffrir. Donc, je suis sans arrêt en train de vouloir maintenir le lien et en même temps, je veux pas de l'engagement. Et en même temps, je contrôle, mais en même temps, je fais 3 pas en arrière, etc. Il joue à ça, mais l'arrière-plan, c'est sauf qu'il peut, j'ai tellement peur. Il veut pas détruire l'autre, il veut garder le lien avec l'autre, mais il a tellement peur que il en devient quelqu'un d'abominable à vivre. Mais déjà, lui en souffre, et la personne qui est avec lui en souffre aussi. Mais lui, on peut faire quelque chose, oui. alors que le pervers narcissique, on ne peut absolument rien faire parce que lui n'a pas envie. Lui, il se frotte les mains en se disant, mais qu'est-ce que je vais changer? Moi, je suis très bien comme ça. Et alors, ce pervers narcissique, quelle est sa configuration de base pour en arriver là, carrément, à vouloir détruire l'autre, non pas le mettre sous cloche, mais Il a aussi une faille narcissique au début. On va dire les démarrages pourraient presque être semblables au d'accord, dépendant affectif, hein, oui, en tout cas au contrôlant, sauf qu'à un moment donné, c'est souvent à l'adolescence, quand il y a encore moyen de faire quelque chose, bah, oui, il y a l'ado qui se rend compte, oh là là, mais comment je fonctionne, etc. J'ai besoin d'aide et qui ose dire, c'est une catastrophe, moi je me fais peur quand ci, quand ça, aidez-moi. Et donc, il y a une possibilité de faire quelque chose. Et il y a ce fameux futur pervers narcissique, hein, ou qui commence déjà à l'être petit à petit. Et on peut l'être aussi par modélisation d'un parent qui est pervers narcissique, hein, oui, d'avoir vu ces schémas et de s'imaginer que bah, c'est ça la vie et c'est normal. oui, Et à l'adolescence, de se dire, mais pourquoi je changerais? Quand je vois tous les bénéfices que ça m'apporte, et comme j'ai les autres à mes bottes, mais pourquoi je changerais? Et là, il aggrave son système jusqu'à un point de non-retour. En tout cas, de ma fenêtre à moi, oui, oui, je n'ai oui. jamais vu un pervers narcissique aller au bout, on va dire, d'un accompagnement lorsqu'on le voit une fois ou 2 fois. D'ailleurs, sa place, c'est chez un psychiatre, hein. Mais quand on le rencontre une ou 2 fois, c'est qu'il a été contraint de venir ou ça peut faire partie d'une stratégie de manipulation en disant je vais me faire aider, mais il va jamais jusqu'au bout. Il y va une fois, 2 fois et il revient pas. Il revient Oui, pas. oui, tout à fait. Alors, cette dépendance affective, donc, elle aboutit à de la violence, violence verbale, Oui, parfois au quotidien, parfois pendant des années, même la violence, on va dire, physique, et là, c'est très mm. grave. Pour ces deux catégories qu'on vient de citer, donc le dépendant contrôlant et puis le Il est dépendant insécure. insécure, Mm. alors, est-ce que vous avez des cas donc rencontrés en consultation donc de cette Oui, violence? Comment elle se manifeste? Quel est un petit peu l'archétype de cette violence au oui. quotidien? Il y a différents types, d'accord? Parce qu'en face, il n'y a pas forcément en face d'un insécure. Il n'y a pas forcément un contrôlant, il n'y a pas forcément un pervers, heureusement. Oui. Parfois, il peut y avoir quelqu'un d'à peu près, on va dire, stable. Mhm. Euh, J'aime pas le mot équilibré parce qu'on a tous un chantier à faire, mais on va dire pas de Oui. problème particulier, hein. Oui. Euh, alors, imaginons-nous face à un dépendant affectif insécure qui, au fil du temps, tant qu'il n'a pas travaillé, d'accord, Oui. ce trouble chez lui, parce que heureusement ça se travaille et heureusement on arrive à le maîtriser, pas en guérir. Et je ne devrais même pas dire guérir, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, on arrive à le maîtriser. Mais la faille, le trouble, l'essence même du trouble reste là, mais avec une qualité de veille et des schémas comportementaux qu'on arrive à transformer et d'autres à adapter selon les situations qu'on est en train de jouer au quotidien, on arrive vraiment à vivre autre chose. Comme il a peur, comme le bébé, il va utiliser différentes stratégies. Parfois, il va s'infantiliser.
en pleurnichant, en quémandant, en faisant des colères, en montant dans les tours, c'est-à-dire incapable de communiquer de façon digne, posée, argumentée, etc., d'être dans l'écoute et un échange adulte, incapable de se responsabiliser. Donc, il va se comporter en enfant ou en adolescent. Quand en face, il y a quelqu'un qui vient rassurer et encore rassurer, mais comme c'est un puits sans fond, parce que le Oui, dépendant affectif insécure ne croit pas en sa valeur, il est persuadé d'être non aimable, pas du tout inspirant, pas du tout intéressant pour quelqu'un, donc le compliment va arriver, la déclaration qui est là pour rassurer et sécuriser va arriver, ça va faire du bien quelques minutes, voire un jour, et pouf, ça recommence. Et donc, en face, on imagine une personne qui commence à perdre patience. Mais je t'ai dit, mais en fait, t'as pas confiance en moi, et ci, et ça. Donc, ça commence par des querelles de couple. oui, Ça continue par non, mais il ou elle attend trop de moi. Elle repose tout sur mes épaules. Je vais jamais être à la hauteur. C'est pas possible. On ne pourra pas y arriver. Donc, dans le cas, on va dire, le plus léger, ça va donner une crise de couple qui va mener à la rupture. Mais si jamais il y a déclaration de rupture, c'est s'il te plaît, je quémande, je supplie pour que surtout, surtout, non, je promets, ça va se passer autrement. Et ça se joue, et ça se joue de façon interminable. Donc, rien que là, déjà, on n'est pas dans une violence, on va dire, physique ou perverse, mais mhm, on est déjà sur quelque chose qui est loin d'être la sérénité dans le couple. mhm. Oui, oui, tout à fait. Oui, Et alors, on a parlé tout à l'heure des styles d'attachement dans l'enfance, donc on y revient tout par-delà finalement. On oui, est en train de rejouer ce que l'on a déjà vécu dans notre famille d'origine, donc oui, durant nos premières années, et ça se rejoue. Et un petit peu le drame, je dirais, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on rejoue ça et qu'on peut pas en sortir, à moins d'un travail, justement. si, si, on peut en sortir On peut en sortir. justement en, l'histoire, on ne peut pas la rejouer. Oui, L'histoire, on ne peut pas la changer. Mais en revanche, on peut aller détecter les schémas de survie de l'enfant. C'est qu'est-ce qu'il a mis en place pour avoir tel et tel résultat. Les d'accord. schémas parentaux, les schémas comportementaux, les croyances qu'il a installées dans sa tête. Ah ben ça veut dire ça, donc ça Oui, veut dire ça. Tout ça, on peut le transformer. Et heureusement, du coup, dans l'ici et maintenant, ça donne quelque chose de différent. Il y a un gros travail à faire. On parle beaucoup de cet enfant intérieur que moi je nomme blessé, parce qu'il y a deux oui. parties de l'enfant intérieur, il y a la spontanée et la blessée. Mais c'est ce petit qui est en nous et qui sera en nous jusqu'au bout, qui continue à être blessé. Lui n'a rien à faire en l'état, mais c'est la partie en nous du parent intérieur qui se veut normalement être un guide bienveillant, enseignant, réparateur, d'accord, qui est à enclencher et qui n'est pas enclenché ou très très mal enclenché chez le dépendant affectif parce que à l'origine il n'a pas eu le bon modèle. Oui, c'est Donc, ça. il ne sait pas comment faire de lui à lui-même. Donc, la stratégie, c'est constamment d'aller chercher à l'extérieur ou de faire de l'ingérence. C'est comme si la partie de son enfant intérieur blessé, par panique, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'attaques de panique et de choses comme ça, donc il faut tout de suite que ça s'arrête. Bah, sa deuxième stratégie, c'est si dehors il trouve pas la solution, il va faire de l'ingérence dans vous, adultes, en train de piloter votre vie sentimentale, admettons, et il va venir faire de l'ingérence dans ce que vous pensez, dans les choix que vous faites, dans les comportements que vous avez, si bien que bah, l'adulte, votre adulte, vous ne le vivez pas. Et oui, c'est ça. Donc il y a un travail en arrière-plan, il y a un gros boulot à faire, Oh, certainement. mais il y a de bons résultats. Il y a de bons D'accord, on résultats. va en reparler. Et je voulais vous demander aussi quelle est l'influence des séparations précoces, parce que effectivement, quand on est enfant, il y a des événements sur lesquels on n'a aucune prise, on est obligé de les Oui. subir. Et les séparations, ça peut être bien sûr les divorces, il y a énormément de divorces avec des Mm. enfants en bas âge. Et donc là, bon, les pauvres subissent aussi
les situations. Quelquefois, ils sont éloignés géographiquement de certains parents. Quelquefois, les divorces sont cruels, les parents ne s'entendent plus du tout, donc les enfants sont les Mm. victimes de cette guerre dans le couple. Et puis, il y a les décès. Il y a les décès familiaux aussi, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et tantes, ça peut être de certains frères et sœurs dans certaines situations. Oui. Ou des parents, ou un Voilà, parent. donc toutes Mm. ces ruptures finalement qui ne sont évidemment pas choisies, qui sont Mm. subies, je pense aussi, vous allez nous le confirmer Mm. certainement pour nos lecteurs, nos auditeurs, est-ce que ces ruptures dans notre vie, quelquefois précoces, Oui. quels impacts finalement elles ont sur le fait que plus tard, on va être dans cette dépendance affective? Ben, tout dépend si l'événement a été accompagné ou pas, D'accord. ou par la suite réparé ou pas. Si ça n'est pas accompagné, l'humain, il a besoin de quoi? L'humain, il a besoin pour avancer de comprendre, de D'accord. pouvoir poser du sens par rapport aux événements et aux choses. Voilà, ça c'est déjà énorme. Mais quand il n'y a pas ça, Mhm. automatiquement l'enfant va se dire on m'a abandonné. Ça peut venir aggraver une situation et un type d'attachement insécure qui existait déjà. Mhm. Et ça peut avoir une influence sur sa vie adulte en se disant ah mais le couple c'est pas sûr puisque papa et maman ont divorcé, puisque ça s'est passé comme ça, donc ça veut dire qu'on n'est jamais sûr. Donc celui-ci va devenir incontrôlant. Hmm. Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à ça? Il peut y avoir tout simplement la peur d'aimer Mhm. et de ne plus savoir ce qu'est aimer, d'avoir une confusion entre l'attirance, la tendresse, l'amour, l'amour amitié, l'amitié amoureuse, je veux dire, l'attachement, le fantasme, tout ça c'est un brouhaha. On ne sait plus où on joue et on ne sait plus qui est qui, à qui je donne quoi, qui mérite quoi, parce que automatiquement, c'est comme si dans sa tête, euh, il y avait un sens et un unique sens, c'est attention, danger, soit abandon, soit trahison. Donc il faut que ce soit accompagné, parce qu'il y a du danger partout. L'enfant va grandir avec le danger et le doute, et souvent la culpabilité aussi pour l'enfant à qui on n'a pas dit et qu'on a omis de dire, bon, ok, on se sépare, mais on continue à être tes parents, on continue à t'aimer. Tout ça, ce sont des choses différentes. Voilà. Tout à fait. Si l'enfant n'a pas d'explication, il fait un amalgame de beaucoup de choses et il emporte ça dans sa vie d'adulte. Tout à fait. Et je voulais rajouter une question justement parce que on s'aperçoit, puisqu'on traduit beaucoup d'ouvrages en psychogénéalogie, qu'il y a cet effet du temps généalogique, c'est-à-dire par exemple quelqu'un dont les parents ont divorcé quand il avait 5 ans, quand lui-même a un enfant qui atteint les 5 ans, là Oui, on voit qu'il peut y avoir une réactivation justement oui, de la rupture qu'il a subie, oui. puisqu'il y a comme un Il y programme a un qui lien transgénérationnel, oui. transgénérationnel. Mm. Et on s'aperçoit effectivement que là, il peut y avoir justement cette dépression qui revient Oui. à la génération suivante lorsqu'on atteint cet âge marqueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez constaté aussi dans les Plein de constations? fois, plein de fois. D'accord. Et c'est justement quand il y a un tabou qui est Mhm. posé, quand les parents ou quand la famille s'imaginent au moment de l'événement, non, Mhm. non, mais il vaut mieux pas en parler. On met le mouchoir là-dessus, on ne dit rien, c'est pas la peine. Il y a la mémoire émotionnelle qui coule dans nos veines, hein. Nos Ouais. aïeux coulent Ben oui. dans nos veines. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a les liens transgénérationnels. On rejoue la chose c'est comme pour donner une nouvelle possibilité d'expliquer, de poser la vérité, etc., etc. Partout où il y a quelque part quelqu'un qui a subi quelque chose ou qui a fait subir quelque chose et que ça n'est pas dit, ça n'est pas reconnu, on a du mal à se défidéliser, on va dire, de cet événement-là et on le prend avec soi. Donc surtout, c'est sortir, encore une fois, du silence, dire la vérité, expliquer, expliquer. Voilà. Donc, dans ce sens-là, l'information, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'information Mm. est tout à fait nécessaire, même dans des situations, on va dire, a priori tragiques, mais à partir du Oui, moment
où on les a comprises, on nous les a expliquées, on est plus à même de, voilà, de s'en libérer. Et Exactement. donc l'information est tout à fait Indispensable. indispensable. Comprendre D'accord, fait partie de l'équilibre de l'humain, on va dire. Comprendre et donner du sens. Et d'accord. au moins, heu, communiquer, donner une information, ça permet aussi de savoir comment l'autre vit la chose, quelles sont les questions qui se posent, comment il comprend la situation et de pouvoir ajuster. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense à tous les enfants dont les parents ont divorcé et qui n'ont jamais su pourquoi finalement. Oui, Pourquoi maman est partie, pourquoi papa est parti, pourquoi ils se voient plus, pourquoi ils se sont oui. disputés. Est-ce qu'il y avait une tierce personne? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que Et est-ce que c'est de ma faute? C'est souvent, souvent, dans la majorité des cas, c'est le raccourci que prend l'enfant. Et si c'était de ma faute? Peut-être que j'ai pas été gentil et d'ailleurs j'ai pas été gentil parce qu'un enfant, il expérimente sa vie et parfois, bah, il dépasse un petit peu les règles. C'est souvent parce que j'ai pas été gentil et du coup, c'est à cause de ça. Donc imaginez la culpabilité oui, c'est ça. que l'enfant transporte avec lui. Non, non, il faut vraiment parler, c'est indispensable. Alors, là, quelques mots peut-être sur vos expériences en consultation. Qui vient Oui. vous voir, donc pour quel motif? Et puis, on va parler après des solutions. Voilà un petit peu quelques mots donc, sur les personnes que vous recevez. Alors, dans 100 des cas, Oui, là depuis, je vous ai dit, c'est ma spécialité depuis près de 30 ans maintenant. Depuis bien une dizaine ou quinzaine d'années maintenant, dans 100 des cas, les gens qui s'adressent à moi ont lu au moins un de mes livres, par rapport à la dépendance affective. En me disant: «Ça y est, j'ai enfin compris, j'ai pu mettre des mots dessus, je comprends ce que je vis et maintenant, je ne sais pas par quel bout le prendre, donc voilà, aidez-moi». Donc comme je vous le disais tout à l'heure, des femmes, mais aussi des hommes. La moyenne d'âge, 45-50 ans. d'accord. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, je me dis: «Mais quel bonheur!» parce qu'ils vont s'économiser, des mauvais choix, des histoires qui se répètent, des violences, enfin du Oui. chagrin dans leurs relations. Donc plus le trouble, est pris en amont et mieux c'est pour l'avenir. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge, c'est 45, 50, 45-50 ans. D'accord. Hem Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ce qu'on vient me demander? Donc c'est ça. Des personnes viennent déjà avec la conscience de: «Je me comporte comme un enfant. C'est agaçant. J'ai peur du vide, j'ai tellement peur de la solitude, je suis en train de gâcher mon couple». Ou des personnes peuvent arriver en disant: «J'ai une nouvelle opportunité pour un nouveau couple, je veux pas le gâcher». Mhm. Parce que je me rends compte qu'il s'est déjà passé ça une première fois, une deuxième fois et cetera. Là, je veux mettre toutes les chances de mon côté et j'ai bien conscience que ça vient pas de l'autre, ça vient de moi. Il y a une lucidité déjà chez les personnes, vraiment qui engagent. C'est comme si elles arrivaient au bout du bout de dire: «Là maintenant ça suffit». Mhm. Et j'ai le contrôlant qui vient me voir en avouant, en disant: «Je suis pénible quoi, je suis terrible. À la fois pour moi, c'est difficile à vivre parce que je suis sans arrêt en train de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. J'ai tellement peur de l'engagement alors que je voudrais rendre l'autre heureux, je suis pénible, je fais de l'ingérence sur sa façon de se vêtir, sur qui elle ou il voit. J'arrive même plus à travailler paisiblement parce que je me dis: "Moi je suis là au travail et du coup elle fait quoi? Elle voit qui?" C'est un enfer, à la fois pour moi comme pour l'autre. Donc je veux faire quelque chose. Voilà, donc il y a les gens qui viennent me voir ont déjà accepté quelque part. C'est D'accord. peut-être pour ça qu'ils ont 40 et quelques et 50, parce qu'ils ont eu le recul suffisant de se dire: «Eh, je peux pas tout le temps pointer l'autre du doigt, Mhm. je dois aussi être honnête avec moi-même et me rendre compte que, j'ai quelque chose à jouer là-dedans». Oui, Voilà. alors c'est étonnant que des personnes contrôlantes, parce que a priori on pourrait se dire ce serait plus difficile pour ces personnes-là,
Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des personnes contrôlantes. On n'est pas dans le pervers, hein, attention. Oui, on n'est pas dans le Euh, pervers. le pervers, il vient pas vous voir, hein. Non, 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 oui. Le contrôlant, il vient en pleurant, en disant, Oui, j'ai levé la main. Je veux pas être cet homme-là, je veux pas être cette femme-là. J'ai oui, fait ci, j'ai fait ça, c'est terrible. Tout, mais pas ça. d'accord, oui. Donc, Et là, on voit bien la différence. Un pervers ne va jamais dire oui, ça. bah oui, oui, Il va oui. jamais se remettre en question. Alors, on va parler maintenant des solutions. Quelles sont les Oui, solutions proposées? Parce qu'en thérapie brève, là, sur l'école de Palo Alto ou autre, il y a beaucoup de choses très intéressantes, oui. de la thérapie donc sur du court terme, peu de séances et beaucoup de résultats. Alors, quelles sont les solutions justement proposées donc dans vos consultations? Voilà. Alors, à mes débuts, Oui, à mes débuts, j'organisais les accompagnements de façon tout à fait classique, c'est-à-dire de séance en séance. oui, Et je me suis rendu compte d'une chose, alors que mes séances ont déjà un format d'1 heure 30 parfois, la personne me prenait de séance en séance au moins 30 minutes, ce qui est énorme, pour me raconter ce qui s'est passé par rapport à la fois précédente. Alors, parler, c'est bien, mais oui, on ne transforme rien. ben oui, Donc, du coup, tout en étant inscrit dans la thérapie bref, ça commençait à prendre beaucoup de temps. Et rappelons-nous que le dépendant affectif, par peur, il est parfois dans un schéma de fuite. Donc, j'avais tendance à perdre les personnes qui voulaient aussi un résultat immédiat, mais la forme n'était pas adaptée. Et donc, j'ai commencé euh, à étudier toutes les démarches qui étaient mises en place et surtout l'immersion dans le cas des addictions. D'ailleurs, dans la dépendance affective, souvent derrière, il y a des addictions que j'appelle des addictions secondaires. Euh, tout ce qui va permettre d'annihiler la peur du vide, la dévalorisation de soi. Ça peut passer par l'hyperphagie boulimique, mais ça peut oui, passer par un tas d'autres comportements. Et donc, je me suis attachée à ça et je me suis dit, bah, voyons voir. Dans les addictions, on sort la personne sur un temps donné, on travaille à fond, il y a effectivement tout un travail de sevrage, mais il y a tout un autre travail sur l'aspect comportemental, les transformations de schémas, etc. Alors sans aller subtiliser la personne sur des semaines, voire des mois, au fil des ans, parce que ça fait maintenant bien 15 ans que je travaille comme ça, j'ai ajusté grosso modo le nombre d'heures qui me permettait d'aller dans les coins incontournables des points à travailler d'accord, et de me laisser la liberté au cas par cas, sur un temps restreint, hein, qui peut être 3 jours en semaine ou en week-end, mais sur un temps très restreint, de tirer le bout de laine et de découvrir au fur et à mesure ce que la personne m'amène et ce qu'on va pouvoir découvrir et transformer ensemble. Et suite à l'atelier, il d'accord, n'y a toujours pas des séances, mais là, ça devient presque une forme de coaching comportemental où on vient faire des feedbacks de qu'est-ce que j'ai expérimenté et du coup, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a coincé, on le retravaille. Et donc là, on a un suivi, on va dire, par rapport aux résultats escomptés. Et la personne devient autonome, indépendante au bout de 2, 3 mois. Grosso modo, suivant les personnes. Après, on me donne de temps en temps des nouvelles, mais ça va plutôt bien. Voilà. d'accord. Donc, Donc, je ne fais plus que ça. Immersion. d'accord. Donc, vous demandez aux personnes d'observer leur comportement, finalement d'avoir cette distance, d'observer comment ils agissent au quotidien, c'est ça? Oui, il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique où on est ensemble et on va transformer. Il y a la prise de conscience, D'accord, il y a la transformation, il y a l'engagement sur un nouveau comportement, il y a la connaissance de soi, parce que souvent le dépendant affectif, il ne sait même pas qui il est. Il est tellement focus sur l'autre parce qu'il a peur de le oui, perdre et de répondre à ses besoins à l'autre, de s'adapter à l'autre, etc., qui ne sait pas, mais au fait, je suis qui? Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux? Donc, il y a un gros travail aussi de connaissance de soi, d'aller poser des objectifs sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est négociable et la limite, c'est quoi?
Donc, c'est de revisiter un petit peu tous les domaines de vie, à se poser ces points de repère-là, et Mhm. ensuite à s'engager dans des objectifs précis, avec d'autres façons de faire, donc des comportements nouveaux. On est beaucoup sur l'aspect comportemental, hein. Comportementale. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des épisodes de régression, enfin, de régression au stade infantile un petit peu, puisque finalement, dans cette thérapie, est-ce que les personnes viennent toucher les manques qu'ils ont eus dans les premières années? Est-ce qu'il y a cette phase de régression, de toucher Juste le temps d'aller chercher les informations des stratégies de D'accord, survie et des stratégies parentales. Mais en tout cas, oui, on, si la personne à un moment donné, et d'ailleurs quand elles arrivent à moi, elles me disent souvent, oh, j'ai déjà fait X années des analyses, et donc on est beaucoup sur le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi lié au passé. Il y a un intérêt à un moment donné de faire ça, d'accord? oui, Mais là, on est plus sur un travail. Allons chercher dans le passé ce qu'on peut transformer. Cherchons à savoir dans l'ici et maintenant, au présent, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'avais pour habitude de faire et qu'est-ce que je veux faire maintenant et de telle façon différente maintenant. Pourquoi, pour quelle finalité orientée future. Donc on est beaucoup plus maintenant sur, on est détaché du pourquoi, mais on est sur le quoi et le comment d'accord, pour en finalité quoi après. Et d'accord. la dynamique est différente. Il faut vraiment sortir parce que le dépendant affectif, plus vous le maintenez dans le pourquoi du pourquoi, Oui, et plus il va renforcer son système de victimisation. d'accord. Oui, là, c'est plutôt donc changer le comportement concrètement, hein, Oui. voilà. Et quand je dis victimisation, attention, j'entends par là infantilisation. Hein, Mhm. que les personnes qui sont victimes d'une violence conjugale n'imagine pas que je viens de dire ah, attention, vous êtes victime, vous jouez la victime. Non, 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 sûrement pas. Celui qui agresse et celui qui violente est coupable de le faire, d'accord? Je ne Mhm. viendrai jamais excuser ce genre de Ah oui, choses. oui, 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 oui. Mais le dépendant affectif a un système infantile qu'il est possible, hein, qu'il est possible justement par cette notion de l'enfant intérieur et du parent intérieur, de faire grandir, hein, d'apporter davantage de maturité et du côté adulte qui manque. Mais ça viendra jamais excuser le système de violence, Oui, hein. oui, oui, La oui, tout à fait. victime reste la victime, hein, C'est qu'on important de soit le bien d'accord préciser. là-dessus. Et on parlait tout à l'heure des différents ouvrages, et merci, merci de m'accueillir Oui, oui, comme oui, bien amie, sûr. des différents ouvrages. Tous mes livres euh, sont en général construits pour que la personne arrive à comprendre, à s'identifier par rapport au sujet en question D'accord, et propose, on va dire, déjà une amorce de travail. Il y a un livre qui est paru récemment, alors peut-être qu'à un moment donné, il sera porté par vous en Roumanie, et qui m'a été demandé par les personnes qui avaient lu mon tout premier livre sur la dépendance affective, où on me disait, c'est bien, j'ai compris, j'ai amorcé, j'ai déjà fait un travail, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et du coup, j'ai sorti ce manuel qui propose 60 jours, ou tous les 2 jours au rythme de la personne, mais il faut que ça d'accord. reste quand même assez compacté, où la personne, de façon incontournable, elle va travailler tous les points à aborder. Tous ceux qu'il est possible d'aborder dans un livre, hein, évidemment, hein. Les cas très particuliers, ça restera toujours un accompagnement en cabinet ou en atelier, Oui, en etc. séance. Mais, euh, mais voilà, j'étais au bout du bout de ce qu'il était possible de faire au niveau d'un livre. Et pas D'accord, simplement des fiches recto verso. Certains points très importants, je les ai parfois traités en 4, 5, 6 pages. Donc le manuel, il est quand même assez important. d'accord, mais j'espère que nous le traduirons. Ah, j'espère aussi, parce que vraiment, j'y ai mis le maximum dedans pour aider les personnes. Oui, puis c'est très pratique et c'est ce que nous aimons aussi. Voilà, que ce soit pratique immédiatement, qu'on puisse l'appliquer. Je pense qu'il y a vraiment une recherche de solutions aussi à travers tous les ouvrages que nous publions. Alors, pour terminer, je voulais vous demander si vous avez un Oui, message pour vos lecteurs et futurs lecteurs en Roumanie. oui.
Oui, je vais avoir le même message que je peux transmettre un petit peu partout. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous. Ensuite, je propose exactement la même proximité que tous mes lecteurs, qui peuvent me lire, au Canada ou ailleurs. C'est dans mes ouvrages, normalement est indiqué mon adresse mail. D'accord, Même s'il faut que je passe, par un système de traduction et autres, si vous avez une question à me poser, je réponds à tous mes mails. À des horaires bizarres parfois, mais je réponds. Donc il y a cette proximité-là. d'accord. Aux lecteurs, qui seraient vraiment pris dans une forme de souffrance, qu'elle soit liée à la violence ou qu'elle soit liée, ben, à une blessure, de l'enfance, allez vous faire aider. Vous gagnerez du temps. Vous gagnerez du temps. Parce Oui, que on peut faire un travail en auto-coaching, en autothérapie, tout ce qu'on veut. À un moment donné, il va y avoir un système de blocage. On aura peur de traverser ce qui est vraiment douloureux parce que derrière, il y a peut-être du traumatisme, etc. Allez vous faire aider. d'accord. Et je rappelle que nous avons publié aussi un autre de vos ouvrages, en Oui, dehors de celui dont nous parlons aujourd'hui sur la violence conjugale, donc qui concerne l'enfant intérieur blessé. Donc il y oui, a deux ouvrages en ce moment à disposition et sûrement d'autres à venir. Donc là, déjà deux ouvrages fondamentaux. oui. Le travail sur l'enfant intérieur blessé et donc le parent réparateur, c'est un point incontournable que je travaille avec absolument toutes les personnes parce que ça fait partie d'un des rouages D'accord, pour sortir de la dépendance affective. Voilà. d'accord. Donc Ben, c'est très un bien. bon choix que d'avoir choisi celui-ci, à proposer, oui. Tout Oui, à c'est fait, c'est très important. Et ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, Geneviève. merci à vous. J'espère que on a donné envie à nos lecteurs et à futurs lecteurs, bien sûr, de Philobia, donc d'acheter votre ouvrage, de le lire et voilà d'en retirer tous les enseignements importants qui sont fondamentaux actuellement dans tous les cas. Et puis que ça concerne tellement de monde, hein, comme on l'a Absolument, dit tout à l'heure, absolument. tout le monde l'est plus ou moins. Donc si dans votre vie vous remarquez des histoires qui se répètent, des façons de faire pour atteindre certains résultats. Ah, vous n'êtes pas fier, on va dire, ou vous êtes jamais tranquille, vous êtes tout le temps dans le doute, dans la culpabilité, dans la peur. Derrière, souvent, il y a de la dépendance affective, donc agissez. Le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux. Oui, et justement, pour terminer, le simple fait d'avoir été, je pense, un échec au niveau sentimental, peut-être une ou plusieurs fois, nous Oui, donne à réfléchir. Bon, il peut y avoir oui, bien sûr la faute de l'autre personne, bien sûr, il y a aussi des contraintes de la part de l'autre personne, mais il y a aussi effectivement un retour sur notre propre histoire oui, qui est nécessaire et je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien montré. exactement. Merci beaucoup, Merci encore Geneviève et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. mais avec plaisir, quand vous voulez. Merci. Au revoir, Elisabeth.